bonsoir à tous à nouveau. Merci de venir à la rencontre de Maëlys de Kerangal et merci à vous, Maëlys de Kerangal. Merci de me faire d'être ici ce soir pour nous parler de votre nouveau roman. Peut-être pour les personnes qui ne connaîtraient pas encore vos ouvrages, je vais en citer quelques-uns. Réparer les vivants, 2013, qui a reçu de nombreux prix, qui a été adapté au cinéma. Corniche Kennedy aussi a été adapté. Et Naissance d'un pont, qui a été prix Médicis et prix Franz Hessel en 2010. Tangente vers l'Est, prix Landerneau 2012. Et il y en a encore, je ne vais pas tous les citer. Et ce nouveau roman qui paraît aux éditions Verticales s'intitule « Un monde à portée de main ». On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec ce personnage principal, Paula Karts. Est-ce qu'on peut dire que vous nous conviez à vivre la métamorphose d'une jeune femme d'aujourd'hui à son épanouissement avec cette héroïne, Paula Karts? Bonjour et merci beaucoup d'être venu, ça me touche beaucoup. Oui, ce qui serait bien, c'est effectivement de lire ce livre comme un livre de métamorphose, d'apprentissage, de formation, je dirais même un livre d'initiation, parce que je pense que c'est vraiment une initiation que va recevoir cette jeune fille, Paula, une initiation au sens fort du terme, je dirais même au sens ethnographique du terme. Elle reçoit dans cette école des outils, un langage, elle doit traverser une période où elle va quand même être extrêmement mobilisée, investie, elle doit s'engager, elle dira elle-même « j'ai reçu le baptême du feu », c'est-à-dire qu'elle doit vraiment traverser aussi un moment difficile, délicat, qui est celui de l'apprentissage, où tout son corps est convoqué, et ensuite, forte de ses outils, et aussi d'avoir appris à voir, ou en tout cas d'avoir reçu une espèce d'initiation au regard. Voilà, on va la suivre dans des chantiers jusqu'à ce lieu de la grotte de Lascaux qui la replace sur une position initiale de la grande initiation, la naissance de l'art, l'art pariétal. Et donc, pour moi, cette fille, elle reçoit une initiation très forte, mais évidemment, toute sa vie va changer, parce que c'est aussi un roman de sortie d'adolescence, un roman où elle doit se confronter à l'âge adulte, d'abord vivre seule, quitter sa famille, apprendre à vivre elle, et puis ensuite gagner sa vie, faire des chantiers, etc. Donc là, il y a quelque chose, c'est une initiation à tout, et c'est vrai que ça va la transformer, y compris, évidemment, on en parlera peut-être, il y a une relation amoureuse qui est avance à bas bruit, qui est un peu souterraine dans le livre, et ça fait partie aussi de cette initiation qu'elle reçoit rue du Métal à Bruxelles. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de cette école de peinture qui est à Bruxelles? Elle existe vraiment? Alors, c'est une école qui existe vraiment. C'est une école dont je donne l'adresse. Et l'adresse m'intéressait beaucoup parce qu'elle est située rue du Métal et Paula, elle, habite rue de Paradis. Et pour moi, ça permet immédiatement d'instaurer un espèce de réseau de noms propres dans le livre et de faire jouer aussi les noms, les prénoms, les noms de rues, les noms de lieux. Cette école, c'est une école qui est très ancienne, qui a été créée à la fin du siècle dernier et en fait qui est dirigée de père en fils puis de père en fille jusqu'à aujourd'hui par la même famille. Et dans cette école, on apprend à devenir un copiste. C'est-à-dire que on apprend à devenir une forme de faussaire, en tout cas un artiste de trompe-l'œil, c'est-à-dire à reproduire les matériaux qui composent le monde, le minéral, le végétal, l'animal, c'est-à-dire en gros les marbres. On apprend à reproduire tous les marbres,
possibles, les bois, et puis quelques peaux d'animaux, dont l'écaille de tortue, dont Paula fera son diplôme. Et en fait, voilà, c'est ça qu'elle va apprendre, et c'est un enseignement qui est immédiatement très technique, très académique. Il y a l'idée du canon. C'est pas du tout une école d'artistes où l'on doit épanouir sa subjectivité. Au contraire, on apprend la règle, on apprend à copier. Et on apprend à regarder, et c'est un enseignement assez difficile. Et le lieu est absolument merveilleux. C'est un lieu qui n'a pas changé depuis des années. Et c'est ce lieu où elle se rend et où elle va passer ces 6 mois d'apprentissage. Parlons du regard, parce qu'il est tout le long du livre, le regard est là, vous le décalez. Et d'ailleurs, Paula a une coquetterie. Pourquoi vous l'avez créée comme ça ? Alors, j'aimais bien l'idée qu'elle ait les yeux verrons, mais surtout un strabisme divergent, parce que j'avais c'est aussi une fantaisie pour elle, mais elle ait un regard comme ça, avec un angle de vue. C'est un strabisme divergent, donc on pourrait penser que son angle de vue est beaucoup plus large, qu'elle embrasse par le regard beaucoup plus de choses. Mais en fait, elle a quand même pas mal souffert des yeux enfant. Elle a porté un fameux cache-œil durant les étés où elle n'était pas à l'école. Elle était avec son cache-œil parce qu'il fallait faire travailler l'autre œil. Et puis surtout, ses yeux sont... une fois qu'elle arrive dans cette école, en fait, c'est d'abord ses yeux qui sont sollicités. Quand je parlais d'initiation, dans les initiations, dans les tribus, je veux dire au sens rituel et ethnographique du terme, il y a toujours une notion de marquage au corps. Et en fait, c'est vrai que ses yeux vont immédiatement être marqués. Il y a des cernes qui vont apparaître sur son visage. Le travail est assez dur. Il y a aussi il y a du travail en atelier, mais il y a aussi beaucoup de panneaux à remettre. Et en fait, elle dira, ses yeux sont sollicités 18 heures sur 24, elle dort peu, ses yeux brûlent. Et en fait, évidemment, ils sont extrêmement sollicités, mais ils sont aussi sollicités dans leur... c'est aussi sa pensée, évidemment, qui est sollicitée, puisqu'elle doit apprendre à regarder. Et qu'est-ce que voir, finalement voir, c'est précisément pas... c'est ça qu'elle va apprendre, c'est pas... se tenir les yeux ouverts, voir, c'est... elle va arriver à cette conclusion, voir, c'est imaginer. C'est-à-dire, c'est à partir de quelque chose que l'on regarde, faire monter des sensations, des souvenirs, tout un réseau d'analogies, de choses, de pensées. Voir, c'est immédiatement s'incorporer, s'approprier. Et voir, c'est aussi se laisser traverser par quelque chose. Et ça me plaisait... beaucoup, aussi sur un mode un peu ironique, d'approcher la question de l'art par le personnage d'une copiste, parce que la copie, c'est une pratique dépréciée, mineure, souvent mal considérée. On dit que c'est la science des ânes, et d'ailleurs le père de Paula le lui rappelle. La copie, c'est quelque chose, c'est l'idée du faux, du faussaire. Or, moi, c'est une pratique qui m'intéresse beaucoup, parce que... précisément, quand on copie, on est traversé par l'œuvre que l'on reproduit, et effectivement, par la main de Paula transitent tous ces marbres, tous ces bois, ces écailles de tortue, comme les copistes qui travaillent sur des tableaux dans les musées. Ils sont traversés par les œuvres, ils incorporent les œuvres. Et on pense évidemment aux moines du Moyen-Âge, par exemple, par lesquels ont transité, par la main desquels ont transité tous les textes qui ont fondé quand même la connaissance occidentale, et qui allaient d'abbaye en abbaye. Et je trouve qu'il y a dans la copie quelque chose de patient, d'humble, de modeste, et finalement d'assez immense. Mmh. Est-ce qu'on peut dire qu'à travers le parcours de Paula, vous racontez aussi ce que c'est qu'écrire ? Est-ce qu'il y a un geste aussi pour l'écriture, ou pour votre écriture ? Alors, c'est vrai que immédiatement, c'est un livre... donc c'est un livre qui vient après plusieurs livres qui étaient des grandes machines collectives, où il y avait du monde, on construisait des ponts sur des chantiers, on transplantait des cœurs. La fiction construisait des équipes. Le roman instaurait
voilà, des collectifs, des communautés. On était comme, et c'est vrai que voilà, Réparer les vivants, ça a été vraiment très important. C'est un accueil assez massif, et que pour le coup, ce livre-là, j'ai vraiment souhaité faire qu'il soit. J'ai souhaité me recentrer. En même temps, c'est toujours des opérations de décentrement, ces livres, mais j'ai souhaité regarder une jeune femme, et pour le coup, en pensant qu'elle pourrait ressaisir des choses de moi-même. C'est-à-dire que, alors bon, c'est évidemment pas un roman autobiographique du tout, mais dans ce roman, il y a des éclats voilà, d'autobiographie, et puis surtout, elle prend en charge effectivement ce qui pourrait être mon art poétique, c'est-à-dire le lien entre l'articulation entre la documentation et l'imagination, le lien entre, enfin, la manière dont moi je regarde aussi l'écriture. Et c'est vrai que je pense que Paula fait un écho à tout ça, c'est-à-dire ma pratique d'écrivain, elle la prend en charge. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'elle se dit, qu'on lui dit, que moi j'avais envie d'entendre et d'inscrire dans ce livre. Mmh. Peut-être il y a un tout petit morceau pour connaître l'art de Paula, un petit passage que vous allez nous lire, qui est au centre du livre, qui est au moment où donc c'est le premier chantier de Paula qui est rentrée à Paris après la période à Bruxelles. Et finalement, c'est une période où elle flotte un peu. Et puis un matin, on sonne à la porte et la voisine débarque. Elle vient d'avoir un bébé. Et elle dit à Paula, je veux que vous veniez peindre un ciel dans la chambre de mon enfant. Un ciel dans une chambre. Paula ne sait quoi répondre, mais investit immédiatement cette demande comme s'il s'agissait de réaliser le plafond de la chapelle Sixtine, transportée par ce sujet premier et pourtant si commun. Et j'aurais tant aimé être dans sa tête à l'instant où les ciels de la peinture ont afflué dans son cerveau, tous, simultanément, la razzia, les grandes coupoles dures où séjournent les dieux, le ballet mécanique des planètes, les orbes cosmiques cadencés de fusées et de soucoupes volantes, le ciel humain des vides métaphysiques et des tempêtes noires, les brumes d'estuaires, les aubes zen, les flamboiements technicolores, le bleu concret où convergent les avions, les drones, quelques oiseaux d'altitude, un ballon gonflé à l'hydrogène, et puis les fumées, les cendres, cette feuille d'automne emportée par le vent. Elle envisage ce travail avec la gravité d'une professionnelle de haut vol, descend sur le champ visiter la pièce sombre, étriquée, au plafond propre mais ventru comme s'il ployait sous le poids de l'édifice entier. Puis elle écoute sans broncher la jeune mère décrire ce ciel aérien, frais et léger, ce ciel merveilleux qu'elle désire pour son enfant, pour les rêves de son enfant, quand il sera couché là sur le dos dans son berceau, la couverture de laine remontée sous les bras potelés et les chatons brodés sur le drap rabattu. L'affaire est conclue sur le palier, Paula ne discute pas le prix, et moins d'une heure plus tard, elle pousse un caddie dans le rayon peinture d'un supermarché de l'avenue de Flandre, achète différents bleus acryliques en pot d'un demi-litre, outremer, cobalt, céruléum, 1 litre de blanc satiné, un tube de terre de sienne naturelle, un autre de terre d'ombre brûlée, un rouleau, des éponges, un bac à peinture, plusieurs mètres de plastique noir, après quoi, une fois passée à la caisse, elle charge le tout dans un sac à dos, rentre en métro rue de Paradis, dépose ses courses dans la chambre du bébé, puis monte chercher ses pinceaux, spalter, pattes de lapin, brosse ronde et cet escabeau instable qu'elle hisse sur son épaule. La pièce à peindre est située au premier étage sur cour, l'étroite fenêtre obscurcie à toute heure du jour par un pan de mur noir et suintant, mais c'est bien là, dans cet endroit terne, confiné, qu'elle trouve son tempo, règle sa respiration, revisite sa musculature, et ceux qui la regardent à cette heure, la grosse tourterelle descendue en vol spiralé dans le puits de l'arrière-cour, la vieille dame chauve collée au carreau d'en face, la lycéenne qui évalue le temps qu'il fait à l'instant de choisir son pull, tous sont frappés par l'expression de son visage, par sa figure impassible quand le reste de son corps lui est entré en action, comme si elle avait déclenché un processus que rien ne saurait interrompre avant que soit accomplie la dernière opération, chaque mouvement logé dans celui qui le précède, chaque geste découlant de la chaîne tout entière. Elle commence par préparer les lieux, étale à 4 pattes la bâche de plastique sur le parquet, et puis grimper sur l'escabeau qu'elle déplace mètre à mètre. Elle pose le long des murs, elle déroule un ruban de masquage sur les angles du plafond.
Une fois que tout est prêt, elle accroche le pot de blanc contre les montants de l'échelle à l'aide d'un fil de fer, se hisse sur le dernier barreau et démarre l'application du fond en 2 couches, au rouleau, la nuque renversée, en songeant à ce ciel qu'elle va peindre, à cette zone diaphane, gazeuse, à la limite de la transparence, et qui diffusera dans un jeu de reflets une lumière radiante dont nul ne saura situer la source. Elle imagine ce ciel à la fois immatériel et palpable. Elle le ponctuera d'un nuage prosaïque et tendre. Voilà ce que je vais lui faire à ce petit bébé-là.